Alors, bonsoir tout le monde. Permettez-moi de me présenter, Pierre Guillot Urtubise. C'est moi qui vais être votre animateur pour cette assemblée d'informations sur le projet REM pour le secteur de l'île Bigra. Alors, je donne encore quelques secondes. On est déjà plus d'une quarantaine connectés. Alors, je vais simplement m'assurer que tout le monde est bien avec nous. Voilà, donc je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette rencontre publique. C'est une rencontre, comme vous savez, qui nécessite pas mal de préparation en amont et à l'époque, en raison de l'incertitude causée par la COVID-19, nous avons opté pour une rencontre en ligne. Ceci dit, c'est un format qui va tout de même vous donner la possibilité de prendre la parole ce soir ou de poser vos questions par écrit. Alors, ce soir, la présentation va porter plus particulièrement sur les travaux en cours et à venir jusqu'à l'automne autour de la future station du REM à l'île Bigra. Alors, pour toutes les questions qui sont plutôt en lien avec les stations de Sainte-Dorothée, on va vous inviter à communiquer avec Mme Judith Gendron à l'adresse suivante, info@rem.info. Donc, info@rem.info. On va vous redonner l'adresse un peu plus tard. Alors, durant la présentation ce soir, on ne pourra ni vous voir ni vous entendre. Les micros et les caméras seront ouverts uniquement pour les présentateurs que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, on a reçu une dizaine de questions à l'avance. Il était possible, en effet, de nous soumettre des questions jusqu'au 4 mai dernier, lors de votre inscription. Alors, on va y répondre. On en a reçu plus que ça, là, mais il y en a qui vont trouver la réponse dans la présentation. Alors, celles pour lesquelles on n'a pas de réponse dans la présentation, on va les passer tout de suite après la présentation. Et il y aura aussi, si jamais il y a des questions qui sont posées ce soir pour lesquelles on n'a pas la réponse complète, un document questions-réponses qui va être mis en ligne sur le site web rem.info dans les semaines qui vont suivre notre rencontre. Alors, après la présentation de ce soir, on va aussi prendre vos questions, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a deux méthodes. Alors, la première, c'est de poser une question par écrit dans la boîte qui est en encadré gris et qui s'appelle « Poser une question ou soumettre vos commentaires ». Cette boîte est située sous la fenêtre où vous pourrez voir les présentateurs. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous poser une question de vive voix avec la caméra ouverte en cliquant sur « Prendre la parole ». Bon. Alors, quand vous faites ça, il y a un opérateur de la logistique de DigiCast qui va vérifier avec vous au préalable le fonctionnement de votre micro et votre caméra. Il va vous faire rentrer dans une salle à part. Il va vérifier que tout va bien et quand tout ça va être prêt et que vous serez rendu à votre tour, j'appellerai votre nom et vous apparaîtrez à l'écran. Vous pourrez poser votre question directement à nos experts. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas la chance d'être avec nous ce soir, voisins, amis, famille, vous pouvez les référer à l'enregistrement de cette séance qui sera disponible sur le site rem.info. Alors, toutes les questions que vous adressez par écrit sont reçues par notre équipe. Même si vous ne les voyez pas là, dans la plateforme, on va tenter de répondre à un maximum de questions, finir quand même à une heure raisonnable. Si jamais il y en a eu plus, elles seront dans le document questions-réponses qui sera public au cours des prochaines semaines. Alors, if you speak English, you can ask a question in the language of your choice. You can also access the English version of the PowerPoint presentation in the English tab. If you ask your question in English, I'll translate it and we'll translate the answers also. Alors, si un de vos concitoyens pose une question en anglais, évidemment, je traduirai à la fois la question et les réponses pour le bénéfice de l'Assemblée. Alors, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez cliquer en tout temps sur l'icône « Aide » que vous voyez à votre écran qui est située en bas à droite et un membre de notre équipe technique vous répondra. Et vous pouvez aussi toujours cliquer sur les boîtes à l'écran pour les grossir au besoin, par exemple, si vous voulez grossir la présentation. Alors donc, ça complète les instructions de base. Laissez-moi vous présenter maintenant les deux personnes ressources experts qui vont faire la présentation et répondre à vos questions ce soir. Vous les verrez aussi apparaître à l'écran. Il s'agit de M. Jean-Philippe Pelletier, qui est directeur pour le secteur Deux-Montagnes pour le projet REM.
Bonsoir tout le monde. CDPQ Infra. Et Giovanni Cipolla, qui est directeur de l'antenne Deux Montagnes pour Nouvelle Air. Nouvelle Air, c'est le consortium privé qui réalise les travaux pour le compte de CDPQ Infra, donc pour le projet REM. Bonsoir, Giovanni. Bonsoir tout le monde. Alors donc, on arrive maintenant au moment de la présentation. On écoute ça ensemble et je vous reviens tout de suite après pour la période des questions. Donc, peut-être juste une petite remise en contexte avant de se lancer dans le suivi de l'avancement des travaux que Giovanni de Nouvelle Air va vous présenter dans le détail. Donc, juste peut-être un rappel, la station est en construction depuis 2021, donc le printemps 2021. Les travaux vont se poursuivre jusqu'à l'automne 2024, qui est le moment de mise en service de l'antenne de montagne jusqu'au centre-ville. On parle d'un temps de parcours jusqu'à la gare centrale d'à peu près 30 minutes. Donc, il y a la possibilité aussi de faire accéder en fait à de nouveaux tronçons, comme par exemple Sainte-Anne-de-Bellevue, éventuellement aussi l'aéroport, accéder aussi à des connexions avec le métro, ligne verte, ligne bleue aux stations McGill et Édouard-Montpetit, ainsi que la ligne orange à la station Gare Centrale. On a un stationnement incitatif qui est prévu aussi, bien entendu, aux abords de la station, de manière très similaire à ce qu'il est en ce moment, à peu près le même nombre de places, là, de cases de stationnement que ce qu'il est en ce moment. Bien entendu, aussi important, l'ensemble de nos installations au jour 1 de l'ouverture vont être accessibles de manière universelle pour l'ensemble des usagers. Ce que ça veut dire principalement que tous les niveaux du bâtiment et d'accès à la station vont être dotés soit d'ascenseurs, d'escalateurs et aussi de tout ce qui est requis pour les personnes à mobilité réduite, oui, mais aussi pour plus large, toutes les personnes qui ont des difficultés visuelles, des difficultés auditives. Donc, tout le parcours de l'usager est prévu en fonction des dernières normes en matière d'accessibilité universelle. Juste aussi un rappel, on a des rames d'à peu près 80 mètres de long. Donc, dépendamment des heures creuses ou pas, il y aura un lot de 2 ou de 4 voitures, mais nos quais sont faits de à peu près 80 mètres de long, dotés des fameuses portes palières, là, comme on nous a déjà évoqué. Donc, si on va à la diapo suivante, juste pour vous représenter un peu le contexte d'implantation de la station. Donc, on se rappelle, le train arrive de par le premier pont, qui est le pont qu'on appelle RDP1. Donc, c'est le pont qui arrive depuis Montréal sur l'île Bigra. Et ensuite, on arrive en station. La station, elle est en hauteur. Pourquoi? Bien parce que nos ponts nous imposent déjà, de part et d'autre, des niveaux qu'on ne peut pas, auxquels on ne peut pas descendre plus bas. Puis aussi pour garantir au niveau du pont RDP2 un dégagement avec le chemin du Tour. Donc, c'est pour ça que la station devait être surélevée. Donc, on a à peu près un tracé là, qui couvre 720 mètres là, sur l'île. C'est le même tracé que vous avez déjà vu à l'époque où EXO utilisait en fait l'emprise ferroviaire. Donc, c'est la même emprise ferroviaire. Je pense que vous êtes au courant. On est en train de la remettre au goût du jour pour aussi permettre surtout l'installation de notre système qui est 100% automatisé. Donc, voilà. Ça fait le tour, grosso modo, juste de ce qu'on voulait vous rappeler. On voit sur l'écran là les différentes configurations aux endroits où on est plus en talus ou en mur de soutènement. Donc, ça varie là, en fonction de l'utilisation qu'on fait de l'emprise. Donc, je vais laisser à partir de là, Giovanni, vous refaire un tour complet des travaux qui sont en cours et ceux qui s'en viennent jusqu'à l'automne de cette année. Puis ensuite, on pourra passer à la période des questions. Giovanni? Alors, bonsoir tout le monde. La présentation va partir du pont Rivière-des-Prairies 1 en s'en allant vers le pont Rivière-des-Prairies 2. Donc, c'est de l'entrée de Montréal jusqu'à la sortie de l'île Bigra. Donc, pour le pont Rivière-des-Prairies 1, les travaux qui ont été presque complétés. Le pont, la structure est toute installée. Donc, les travaux qui restent à finaliser, c'est vraiment l'installation des garde-corps sur le pont et l'installation des rails qui va se faire un petit peu plus tard cette année. Si on passe à la section entre le pont RDP1 à la station Île Bigra, on a déjà fait une partie des constructions des murs de soutènement du côté du chemin du Mistral. Les travaux à venir sont la poursuite des travaux de murs de soutènement qui vont avoir lieu sur l'île. Il y a le remblayage et la finalisation de la plateforme ferroviaire. Il y a l'installation des poteaux des futurs murs anti-bruit qui va être fait. Et aussi l'installation des rails, comme je vous expliquais un petit peu plus tard, vers la fin de cet été. Pour qu'est-ce qui est de la station de l'île Bigra comme telle,
Tout ce qui est les travaux de fondation de la station ont été complétés et depuis les dernières semaines, on s'est affairé à installer la structure d'acier. Les travaux d'installation de la structure d'acier sont presque tous complétés. Il reste encore quelques petits éléments à installer, mais en grande partie, c'est fini. Les travaux à venir pour la station sont vraiment la finalisation de l'enveloppe extérieure de la station, donc la finalisation avec la toiture, l'installation des panneaux de béton préfabriqués et le vitrage de la station. Après ça, il y a les aménagements intérieurs de la station qui vont se poursuivre et ensuite, pour finaliser, les travaux de construction des 2 sous-stations électriques qui vont être construits un petit peu plus au nord de la station. Pour qu'est-ce qui est de l'interstation entre la station El Bigra et le futur pont Rivière ou le pont Rivière-de-Péry 2. Donc, le retrait des rails a été déjà fait. On est en train de procéder à tout ce qui est travaux d'excavation dans cette portion du segment. Les travaux à venir dans les prochains mois, c'est l'enregistrement de la plateforme ferroviaire, l'excavation pour les massifs électriques qui ont lieu présentement et la construction des murs de soutènement et talus renforcés qui va débuter quelque part vers la fin mai, début juin. Et par la suite, il va y avoir l'installation des nouveaux rails qui va se faire vers la fin de l'été. Pour qu'est-ce qui est du pont ferroviaire Rivière-de-Péry 2, les travaux complétés sont la reconstruction de l'ancienne voie ferroviaire. Donc, l'ancien pont a été enlevé, une nouvelle structure a été installée. Nous avons aussi procédé avec la construction de la nouvelle voie. Donc, la nouvelle structure a été construite dans l'eau et les poutres ont été installées. Les travaux à venir sont vraiment la finalisation des approches, la construction du mur garde-grève. Donc, c'est la partie du mur de béton qui va retenir les sols juste à la jonction du pont. Il y a la mise en place des dalles de transition entre le sol puis le pont et finalement l'installation des rails plus tard cette année. Dans les prochaines semaines, il va y avoir plusieurs travaux de phasage qui vont avoir lieu sur l'île justement pour être capable de nous amener à notre configuration finale des voies. Donc, depuis ce matin, nous avons fermé le chemin des Trés pour l'accès piéton et nous avons mis un nouveau accès piéton qui passe par le lien temporaire numéro 2 et suit le chemin du Mistral. Cette configuration-là va être en place pour quelques semaines, le temps de faire tous les travaux de pavage et de remettre la situation approximativement comme qu'elle va être au final. Donc, arrivé le 14 de mai, ou le 15, dépendant de la température, parce que les travaux de pavage vont être vraiment dépendants si on a de la pluie ou non. Les travaux qui sont prévus, c'est vraiment la fermeture du lien temporaire numéro 1, qui est situé entre la station de l'île Bigra et Rivière-des-Péry 2. On va ouvrir le futur lien permanent pour une période de 1 jour pour nous permettre de faire des travaux de pavage à l'intersection du chemin du Tour et le chemin du Mistral. C'est une première phase de travaux de pavage qui vont s'effectuer. Ça, les travaux vont avoir une durée d'1 journée. Une fois que ces travaux-là sont finalisés, on va passer à la phase 3. Donc, on revient en configuration comme qu'on l'est actuellement, avec les 2 liens de chaque côté pour être capable de permettre la circulation. Durant cette période-là, c'est la semaine du 16 mai, nous allons procéder avec les travaux de pavage du chemin des Trilles pour être capable de finaliser et de réouvrir le chemin des Trilles. Une fois que le chemin des Trilles est pavé, nous allons procéder à l'ouverture du chemin des Trilles et à la fermeture du lien temporaire numéro 1. Et on va s'affairer à faire les travaux à l'intersection du chemin du Tour et du chemin du Mistral. Ces travaux-là nécessitent complètement une fermeture à cette intersection-là pour être capable de faire l'ensemble des travaux de pavage à l'intersection et on va finaliser les travaux de pavage pour le nouveau lien qui va passer en dessous du rang. Durant cette phase-là, les personnes, pour être capables de passer d'un côté à l'autre de l'île, vont utiliser le lien temporaire numéro 2 et le chemin de déviation qui passe par le petit chemin du Tour. Une fois que ces travaux-là sont complétés, on va procéder à l'ouverture du nouveau chemin du Tour et avec le chemin des Trilles qui va être ouvert en permanence et on va procéder à la fermeture du lien temporaire numéro 1 et le lien temporaire numéro 2. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer l'enlèvement de ces 2 chemins temporaires-là pour nous permettre la construction des futurs ouvrages du dam.
Il va rester une dernière section, une portion de travaux qu'on va faire qui est vraiment le chemin du Mistral qui fait le lien en avant de nos bureaux de chantier, vraiment face à la station. Donc, on va fermer le lien piéton à partir de la fin juin pour être capable, dans cette portion-là, d'effectuer tous les travaux de drainage et les travaux de pavage aussi dans cette section de route-là. Les travaux vont durer de la fin juin jusqu'à la fin août. Le lien va être ouvert avant le retour à l'école pour le mois de septembre. Donc, ça complète la présentation pour les travaux à venir, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Giovanni. Merci aussi, Jean-Philippe. Alors, peut-être avant de poser vos questions, une dernière information que je veux vous donner. Regardez bien la diapo suivante. Vous allez voir une série d'adresses et de liens sur lesquels vous pouvez aller pour avoir de l'information. Donc, l'information regroupée au même endroit, au rem.info /Rive-Nord. Vous pouvez aussi vous abonner aux infolettres dans votre secteur, rem.info /infolettres. Et il y a les numéros de téléphone 1-833-REM-INFO ou info@rem.info. Et de même qu'une adresse pour les infos-travaux. Alors, à l'ensemble de ces endroits-là, vous pourrez, selon le cas, consulter de la documentation ou laisser un message et on va vous recontacter pour vous donner les informations requises. Alors, maintenant, on arrive à la période de questions. On est près d'une cinquantaine. Je vais commencer par une dizaine de questions qu'on avait reçues à l'avance. Et puis, par la suite, vous pouvez déjà poser des questions par écrit si vous voulez, ou bien cliquer sur l'icône pour prendre la parole. Et on va procéder comme je vous ai expliqué en début d'assemblée. Alors, quelques questions reçues à l'avance. Celle de M. Régent Gravel. Que comptez-vous faire pour réparer les terrains endommagés par le projet? Alors, Giovanni, qu'en est-il exactement à la fin des travaux? Bon, il y a une entente avec la Ville qu'une fois que les travaux vont être complétés, qu'il y a une remise en état des terrains qui vont être faits. Nous allons procéder à la remise en état un petit peu plus tard durant les travaux afin de s'assurer qu'il n'y a pas de dommages qui vont se créer par la circulation des camions. Donc, jusqu'à temps qu'on n'est pas arrivé dans les phases finales du projet, on va attendre avant de faire la réparation des bords de rue. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question, celle de Mme Joanne Frenette. Depuis le retour de la circulation sur le chemin du Tour côté Est, la circulation automobile est difficile et dangereuse avec tous les camions et la machinerie du REM, les camions de la ville, déchets, recyclage, compost, etc., les piétons, les camions de livraison. La rue est trop étroite pour cet achalandage. Pouvez-vous trouver une solution pour faire circuler vos camions ailleurs ou remettre la circulation à sens unique? Alors, Giovanni, est-ce qu'on a évalué ces options-là? Oui. Bon, le sens unique est impossible compte tenu des activités de construction en cours et à venir. Donc, l'ouverture prochaine des chemins des tris réduira le débit des volumes sur le petit chemin du Tour. Donc, comme j'ai expliqué un petit peu, le moment critique vont être les 2 prochaines semaines. Une fois qu'on va avoir passé à travers les 2 prochaines semaines, on compte, après la longue fin de semaine, on compte réouvrir vraiment le chemin des trilles et ainsi que le nouveau lien routier en dessous du REM. Donc, ça va venir alléger la situation de circulation sur l'île. Merci. Donc, dans le fond, la solution arrive bientôt. On voit la solution très bientôt. Question de M. Yves Bergeron, Giovanni, pour vous aussi. Alors, sa question, qu'avez-vous prévu de faire afin de réduire l'augmentation de la nappe phréatique autour des maisons qui sont autour de cette énorme addition de béton dans un environnement extrêmement humide? Ce sera une grosse augmentation de pression et qui se trouvera à séparer cette section de l'île en 2 piscines. Alors, est-ce qu'il y aura des problèmes avec la nappe phréatique, Giovanni? Bon, il n'y aura pas de problème avec la nappe phréatique. Notre conception en tient compte. La nappe phréatique est vraiment gérée par les niveaux de l'eau autour de l'île. Donc, puisque l'île est entourée de l'eau, c'est un petit peu l'eau de la rivière qui contrôle le niveau de la nappe.
C'est sûr que sur l'île, avec la construction de nos ouvrages, il y a un équilibre hydraulique qui va se faire d'un côté à l'autre parce que l'eau peut quand même circuler en dessous de nos structures et va être équilibrée d'un côté à l'autre. Donc, il n'y aura pas de barrage qui est créé par la construction de nos ouvrages. Merci beaucoup. Une autre question posée à l'avance par Mme Carole Ménard. Lors de la dernière rencontre, vous aviez affirmé qu'il n'y aurait pas de clôture du côté nord-est de la gare pour finalement vous contredire quelque temps plus tard. Comment pensez-vous que cette clôture de moins de 3 mètres découragera les intrus? Giovanni. OK. Donc, le choix de la clôture a été fait justement pour empêcher que les gens puissent grimper dedans. C'est une clôture avec un maillage qui est très petit qui empêche les gens de mettre pied pour être capables de grimper dessus et avec la hauteur de 2,4 mètres, OK, ça fait en sorte que c'est une hauteur qui a été décidée qui est assez sécuritaire pour empêcher pour que les gens rentrent dedans. De plus, il y a un système de détection qui est installé à l'intérieur de l'emprise. Donc, si jamais quelqu'un passe par-dessus la clôture, il y a un système de détection qui envoie un signal immédiat et nous pouvons, l'opérateur va être capable d'envoyer des personnes dans l'immédiat pour vérifier l'intrusion dans l'emprise du rang. OK. Merci beaucoup. Question de Normand Aubry. Bonjour. Tenant compte du fait que les îles n'ont pas de système d'égout, j'aimerais avoir un aperçu du système qui sera mis en place. Alors, Jean-Philippe, peut-être quelques mots là-dessus? Tu es sur le mute, Jean-Philippe? Oui, on ne vous entend pas, Jean-Philippe. Je voulais pas être tannant, puis là, c'est fait. Ben, juste rappeler peut-être que l'ensemble des installations sanitaires des stations, autant tout ce qui gère l'eau de rejet, est 100% en phase avec les normes du ministère de l'Environnement, les normes municipales aussi. Donc, on a tous les permis requis là, pour rejeter l'eau du côté de la rivière. C'est juste l'eau de drainage de la station avec tous les systèmes de purification et de contrôle là, de la qualité de l'eau avant le rejet à la rivière. Donc, il n'y a aucun problème avec ce niveau-là. Merci beaucoup. Une autre question qui a été soumise par Mme Carole Ménard. Alors, on sait que la mairesse Valérie Plante a du mal à savoir exactement sur qui reposera la responsabilité de l'aménagement paysager pour le REM de l'Est. Bon, alors, c'est une question qui a été posée il y a quelques semaines, j'imagine. Chez nous, sur l'île Bigra, cet aménagement relève-t-il de vous seul ou d'une collaboration entre la ville et vous? Alors, Jean-Philippe, comment ça fonctionne exactement, l'aménagement paysager? Bon, tout ce qui est sur les terrains de REM, c'est avec nos propres architectes paysagistes sur Nouvelle-Ère qu'on travaille. Donc, c'est vraiment, REM est autonome là, sur l'aménagement paysager dans son emprise. Par contre, c'est sûr que pour tout ce qui est en rive, là, puis les terrains qui appartiennent à la ville, on travaille avec la ville, bien entendu, pour l'aménagement paysager qui va être mis en place. Merci beaucoup. Question de Jean-Claude Laurie. Qu'est-ce qui est prévu dans le cas où le passage sous le viaduc de la gare serait inondé, notamment par le refoulement d'eau de la rivière dans les égouts pluviaux comme en 2017? Y aura-t-il une autre voie de sortie pour les voitures ou devrons-nous entrer et sortir de l'île uniquement par le train ou à pied? Alors, Jean-Philippe, qu'est-ce qui est prévu en cas d'inondation? Bon, d'abord, tous les cotes de rue ont été validés et entendus avec la ville. Donc, ça, c'est important, là. Et ça a été conçu en fonction des crues d'inondation qu'on appelle 1 dans 375 ans. Là. Donc, c'est vraiment une averse diluvienne avec des crues importantes. Donc, c'est tel qu'entendu avec la ville de Laval. C'est aussi supérieur en termes de niveau à la zone d'intervention spéciale là, qui correspond au niveau d'inondation de 2017 et 2019, qui étaient effectivement des années particulièrement mouillées, si on peut dire ainsi. Puis aussi, à noter que le niveau sur lequel le nouveau chemin du Tour là, est construit est plus élevé qu'une bonne partie là, du chemin des Rocailles à l'ouest de l'intersection et du chemin des Trilles à l'est du chemin du Tour. L'entrée de la station est à peu près 1 mètre plus haut que le point bas là, de la rue, ce qui va permettre aux piétons de traverser le corridor ferroviaire, là, même en cas d'inondation importante du chemin du Tour. Mais le point le plus important, c'est vraiment
on a travaillé avec la Ville pour établir les meilleures cotes de crue basées sur les scénarios les plus catastrophiques qu'on a vécu en 2017 et 2019. C'est supérieur, ces niveaux-là, à la zone d'intervention spéciale. Merci beaucoup. Question de Michel Leget. Pourquoi n'y aura-t-il pas de service de correspondance d'autobus de la STL à la gare de l'île Bigra? Alors, Jean-Philippe, encore une fois. Oui, Projet REM travaille avec l'Autorité régionale de transport métropolitain qui, elle, est responsable vraiment de l'analyse des besoins, de la définition des meilleurs modes de transport en fonction là, des besoins. Donc, c'est vraiment elle qui est chargée de la planification et de l'organisation du transport collectif. Nous, notre mandat, c'est de construire le réseau et puis après ça, de faire le lien là, avec les opérateurs, c'est vraiment du côté de l'ARTM. Donc, si les citoyens là, ont des volontés ou des requêtes spéciales à une desserte particulière du réseau de transport de Laval sur l'île Bigra, il faut vraiment s'adresser à la RTM. Merci beaucoup. Autre question, celle de Sylvain Salamé. Que va-t-il advenir de l'ancien pont reliant l'île Parisot à l'île Montréal côté sud? J'avais entendu parler d'une piste cyclable. Qu'en est-il? C'est toujours un projet qui est à l'étude. C'est sûr que pour l'instant, on se concentre beaucoup, toute l'équipe Projet REM, à livrer le projet et les infrastructures de l'antenne de montagne. Mais c'est quelque chose qui est toujours possible. Pour l'instant, on n'est pas rendu à regarder cette évaluation, cette possibilité-là dans le concret. Mais c'est quelque chose qui reste évidemment possible. Merci beaucoup. Question de Sylvain Chatigny. Est-ce possible que la station Bigra ouvre avant celle de Sainte-Dorothée si elle est prête avant ou si l'ouverture des deux sont complètement interreliées? Il n'y a aucun lien. En fait, tout le système de l'antenne segment 1.3, là, donc vraiment là, de Deux-Montagnes jusqu'à Sunnybrook, est livré en même temps. Donc, il n'y a pas une station qui est ouverte avant l'autre. Toutes ces stations-là sont ouvertes en même temps. La mise en service de cette section-là de l'antenne de montagne est toujours prévue à l'automne 2023. Merci beaucoup. Sur les places de stationnement, Jean-Philippe, Joël Réaume-Majot pose la question, combien de places de stationnement sont prévues? C'est environ 45, assez similaire à ce qu'on a en ce moment. Il faut compter aussi là-dedans des places pour les personnes à mobilité réduite, des places privilégiées pour les voitures électriques, puis des places aussi pour le covoiturage. Donc, 45 à peu près au total. Merci beaucoup. Alors, écoutez, ça fait le tour des questions qu'on avait reçues à l'avance. Alors, il y a déjà une dizaine de questions qui nous ont été soumises ce soir, tout à l'heure, par écrit. Et pour le moment, je n'en ai pas verbalement, mais par écrit, on va commencer par celle de Mme Carole Ménard. Y aura-t-il des murs anti-bruit au-dessus de Les Cèdres à Laval-sur-le-Lac? Pourquoi il n'y en aura pas sur le chemin du Tour, là où est le viaduc sur lequel passera le REM? Excusez-moi, elle ne dit pas « y aura-t-il des murs anti-bruit », elle dit « il y aura des murs anti-bruit au-dessus de Les Cèdres à Laval-sur-le-Lac ». Pourquoi il n'y en aura-t-il pas sur le chemin du Tour? Alors, est-ce que c'est Giovanni, peut-être, que tu pourrais nous expliquer un peu où est-ce que vous en mettez, où est-ce que vous en mettez pas, comment ça fonctionne? Oui, je peux répondre à la question. Donc, avant d'entreprendre les travaux, il y a eu des mesures de son qui ont été effectuées partout le long du tracé. Donc, avec ces mesures-là et avec les intrants qu'on a pour la conception des trains, nous avons été capables de faire une simulation et de déterminer la localisation où ce que des murs anti-bruit vont être nécessaires afin d'atténuer le son qui émane du REM. C'est sûr qu'une fois que le REM va être en service, il va y avoir un suivi continu qui va être effectué le long de l'emprise, justement pour valider que les études qui ont été faites représentent bien la réalité. Et si des ajustements sont nécessaires, bien, les ajustements vont être faits un petit peu plus tard. Exact. Puis j'ajouterais peut-être, Pierre, si tu me permets, que REM est aussi redevable en vertu du décret environnemental prononcé par le ministère de l'Environnement au début du projet à une vigie sur ces mesures-là de bruit pendant près de 10 ans après l'opération. Donc, l'année 1, l'année 2, on a des redditions de comptes à faire auprès du ministère de l'Environnement pour s'assurer que, comme Giovanni l'a si bien dit, toutes les analyses pré-travaux sont conséquentes
et qu'on n'a pas besoin d'ajustement. S'il y a des besoins d'ajustement, on est dans l'obligation, en tant qu'entité, de corriger la situation. Donc, il y a vraiment une vigie très forte du côté du ministère de l'Environnement sur cette question-là. Donc, c'est la réponse à la question de Mme Ménard. Donc, elle a raison de dire qu'il y a des endroits où il y en a, comme à l'ESSED, puis il y a des endroits où il n'y en a pas. Sur le chemin parce que les études préliminaires que l'on a faites jusqu'à maintenant ne nous disent pas qu'on en a besoin dans le secteur du chemin du Tour. Une fois que le REM va être en service, on doit confirmer que nos études fonctionnent. S'il y a des enjeux, on est dans l'obligation de procéder en vertu du décret environnemental. OK. Alors, merci pour votre question, Mme Ménard. Donc, j'ai une deuxième question, celle de Delphine Leroy. Bonjour. Comme les travaux ont généré beaucoup de dégradation des voies et des routes sur l'île, essentiellement le chemin du Tour, prévoyez-vous refaire ces routes à la fin des travaux? Alors, est-ce qu'on les refait, Giovanni? Donc, il y a un relevé qui a été fait des voies avant travaux. Donc, suivant la finalisation de nos travaux, on va comparer qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui est présent une fois que nos travaux sont finis. Et s'il y a des correctifs à faire, c'est nous autres qui vont entreprendre des correctifs. Autrement dit, si on a brisé, on répare, c'est ça? Exactement. OK. Alors, ça répond à votre question, Delphine Leroy. Merci beaucoup de l'avoir posée. J'ai Suzanne Rémillard. Question simple. Combien de temps va durer la pause des rails? Giovanni. Sur cette portion, entre le pont Rivière-des-Prairies 1 et le pont Rivière-des-Prairies 2, on a approximativement pour 2 mois de travail. 2 mois. OK. Pour la pause des rails. Exactement. OK. Merci beaucoup, Mme Rémillard, de votre question. Autre question de Carole Ménard. Y aura-t-il des travaux le samedi cet été? Possiblement que oui. Possiblement que oui. Qu'est-ce que tu es capable de nous dire de plus que... Dépendant de l'avancement des travaux. Comme vous le savez, on est quand même sur un échéancier qui est très serré afin de remettre toute la voie du Deux-Montagnes en service. On s'est fixé des dates jalons à atteindre pour être capable de remettre les voies, dont les voies, c'est un des jalons qui est très, très, très important qu'on a fixé que l'installation des rails devrait débuter quelque part dans la première ou deuxième semaine du mois d'août. Donc, pour être capable d'atteindre ce jalon-là, il y a certains travaux qui sont impératifs, comme la construction des murs anti-bruit, la construction de la fondation de tout ce qui est la voie ferroviaire. Donc, si jamais on a des travaux qui commencent à prendre du retard en fonction de la température, on devra travailler certaines fois de semaine pour reprendre le temps, justement pour ne pas manquer nos jalons. OK. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas votre horaire qui est prévu, mais c'est un horaire qui est possible ou probable dépendant de la température ou de retard, c'est ça? Effectivement. OK. Merci beaucoup, Mme Ménard, pour la question. Question de Véronique Fournier. Comme les travaux sont terminés pour la construction du pont sur la rivière des Prairies, quand et comment la berge au bout de la rue du Mistral sera remise en état? Alors, quand est-ce qu'on remet ça en état et comment on fait ça? Donc, il y a deux choses à considérer dans cette question-là. Il y a la remise en état du bout de la rue du Mistral. Donc, lors des travaux, on a dû créer un accès pour être capable de faire la jetée. Donc, il y a une entente qui a été prise avec la ville de Laval, justement pour remettre en place la plantation ou une plantation qui était existante au bout du chemin du Mistral. Pour qu'est-ce qui est de la rive de la rivière des Prairies, on a fait une remise en état telle qu'elle était avant. Là, présentement, il y a des discussions avec les instances gouvernementales pour faire possiblement une bonification et mettre en place certaines plantations le long de la rive avant que les travaux soient complètement finalisés. Pour cela, on doit attendre quand même que les niveaux de l'eau vont baisser pour être capable d'accéder puis faire la plantation qui est peut-être demandée par les différentes instances gouvernementales. OK. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça répond à la question de Mme Fournier. Question de M. Régent Gravel. Comment entretenir nos terrains jusqu'au moment de leur réparation dans 2 ans? Est-ce qu'on a des directives ou des conseils? Ou... Je ne sais pas si M. Gravel pose la question dans le sens « c'est difficile d'entretenir nos terrains ». Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question-là? Oui, effectivement, la circulation sur l'île est un petit peu difficile et restreinte en raison de la grandeur des chemins.
C'est sûr que maintenant, avec la mise en fonction des liens permanents, on va avoir un lien un petit peu plus direct à nos travaux. Avec les nouveaux liens, on aura moins besoin de passer dans certaines rues. Donc, si on voit qu'il y a certaines rues qui peuvent être comme exclues des chemins de camionnage, et on peut commencer à peut-être faire une remise en état temporaire pour être capable de mettre tout ça de niveau, on va être capable d'évaluer ça quelque part au mois de juin-juillet. OK. Et donc, après ça, si on fait ça, ça va faciliter la vie à M. Gravel et à ses voisins qui veulent entretenir et réparer. Je vous dirais qu'on remette en état parce qu'il y a certaines traces des ornières de roues qui ont passé dans certains coins quand les camions, les autobus tournent. Donc, il y a cette problématique-là. Donc, il y a un travail, premièrement, de remise à niveau qui doit être effectué. J'attendrai peut-être un petit peu avant de remettre en place de la pelouse sur certains coins de rue. Okay. Est-ce que vos équipes vont être en contact avec ces gens-là qui sont touchés, Giovanni? Comment ça fonctionne? Parce que M. Gravel, je ne suis pas sûr que ça répond à sa question. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus? Je regardais présentement, là, je crois qu'il y a une très bonne communication avec les gens sur l'île. De qu'est-ce que je sais que les équipes sont régulièrement sollicitées par les résidents qui habitent là. Ils posent leurs questions, donc je les invite à continuer à faire cela s'ils peuvent obtenir les réponses à leurs questions. Sinon, il y a toujours la ligne d'information de REM où ils peuvent poser une question ou déposer une plainte et on va adresser les différentes questions à travers ce médium-là. OK. Bien, merci beaucoup de la précision. Merci, M. Gravel. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, vous pouvez toujours la préciser au besoin. Suzanne Rémillard pose la question suivante. Elle dit « Il y a eu des plaintes à Roxboro lors de la pose des rails par Anne, qui est la grande machine qui pose les rails. Les travaux se font 24 heures sur 24 avec le bruit et des lumières aveuglantes, donc j'imagine la nuit. Que prévoyez-vous comme vacarme et gros inconvénients majeurs sur les îles? Alors, est-ce qu'on a ce type de travaux-là? Donc, pour répondre à la question, le lanceur qui s'appelle Anne, n'est pas l'équipement qui va poser les rails. Le lanceur est vraiment un équipement qui vient installer la structure aérienne du REM. Donc, dans cette portion du segment 2 montagne, la fabrication de la partie aérienne a été faite par voussoir et c'est des petits éléments de béton. C'est des éléments de béton d'à peu près 3 mètres de long. Il y a une série de ces éléments-là qui sont levés dans les airs et mis en sable. Puis, c'est nécessaire de travailler 24 heures sur 24 parce que c'est comme une genre de chaîne de monteur. Donc, on lève les morceaux, on les colle, on passe des fils de post-tension et on dépose la travée. Et ces travaux-là doivent avoir lieu en travaux consécutifs. Pour ce qui est de la pose des rails qu'on va faire sur l'île Bigra, ça va être des travaux qui vont s'effectuer vraiment durant les heures normales de travaux. Donc, il n'y a pas de travaux de nuit qui vont s'effectuer pour la pose des rails. On n'a pas de ce même type de structure sur l'île Bigra. Mais est-ce qu'on va avoir des travaux de nuit pour l'installation de la structure, Giovanni, ou pas du tout sur l'île Bigra? Il n'y a pas les installations de structure sont toutes faites sur l'île Bigra. Il y avait la structure de Rivière-et-Péry 1, il y avait les nouveaux 2 viaducs qui vont créer les liens pour le REM où ce qu'on passe en dessous avec le futur chemin du Tour, puis Rivière-et-Péry 2. Toutes ces structures-là sont déjà toutes construites. Donc, il n'y aura pas de nouvelles structures, mis à part les murs de stationnement qui vont venir dans les prochains 2 mois là, pour être capable de monter en hauteur pour construire les futures voies du REM. Okay, mais peut-être donc, pour enchérir sur la préoccupation, si tu me permets, Pierre, c'est des travaux de nuit. Moi, c'est ce que j'entends, là, qui est la principale préoccupation ici. Là. Il n'y a pas de travaux de nuit de prévus de notre côté. C'est vraiment un cas spécifique et très particulier qu'on vit présentement dans le secteur Pierrefonds-Roxboro. Giovanni a expliqué comment la poutre de lancement Anne fonctionne. C'est un processus qui peut difficilement être arrêté en plein milieu. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est sur une lancée pendant 24 heures, plusieurs jours consécutifs. Donc, on n'a pas ce type d'équipement-là à utiliser dans le secteur de l'île Bigra. C'est vraiment, comme Giovanni l'a dit, des infrastructures civiles qui sont montées de manière beaucoup plus classique. Lorsque les voies ferroviaires vont s'installer, ça va être aussi fait de jour. Là. Il n'y aura pas de travaux de nuit sur l'île Bigra. OK. Alors donc, merci Giovanni et Jean-Philippe du complément. Là, ça devrait rassurer Mme Rémillard. C'est pas le même type de travaux qu'à Pierrefonds-Roxboro. Véronique Fournier pose la question suivante. L'an dernier, un plan d'aménagement et de plantation de végétation a été présenté
aux résidents du chemin du Mistral. Nous n'avons pas eu de suivi pour des plantations prévues au printemps. Aussi, vous aviez mentionné que des vignes seraient plantées pour verdir le mur de béton. À quel moment peut-on s'attendre à ces plantations de vignes? Alors, on est en train, je vais prendre la question, Pierre. Oui, c'est ça. Donc, on est en train de finaliser là, avec, je pense que ces riverains-là ont plus particulièrement rencontré là, la firme ELBC qui travaille avec nous en aménagement paysager. Effectivement, ça a glissé un petit peu. On maintient, on va le faire. C'est vraiment pas une préoccupation à avoir de ce côté-là. Il y a juste quelques petites validations complémentaires qui doivent être faites. D'ailleurs, de mémoire, puis je pourrais le revalider, mon équipe prenait rendez-vous cette semaine ou la semaine prochaine avec certains riverains pour aller faire des validations in situ. Donc, on voulait juste confirmer certaines petites choses. L'idée, je vous dirais, on vise davantage cet automne là, pour la plantation. Donc, mais ça va se faire cette année. Rassurez-vous, c'est en processus de notre côté. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça répond à la question de Mme Fournier. Question de M. Jacques Brière. Quand prévoyez-vous dévier le trafic des camions sur Jolibourg par l'avenue des Bois? Giovanni. Ça, Pierre, cette question-là, je vais juste devoir y répondre en différé. On va regarder nos plans de gestion de la circulation parce qu'on a encore des travaux à effectuer sur chemin bord de l'eau. Donc, il n'est pas encore, on n'est pas encore prêt à utiliser exclusivement l'avenue des Bois pour rentrer le camionnage dans le secteur jusqu'à temps qu'on n'a pas fini les travaux entre la portion de Rivière-des-Prairies 2 et l'avenue des Bois. Donc, on compte dans approximativement 2 mois finaliser tout ce qui est travaux d'aménagement et de resurfaçage en dessous du pont qu'on a construit par-dessus l'avenue des Bois. Et peut-être à ce moment-là, on va plus être capable de dévier tout l'ensemble du trafic et d'utiliser l'avenue des Bois comme entrée principale des travaux. Bon. Alors, donc, c'est une question qui donne à M. Brière là, une idée de ce qui s'en vient, mais on n'a pas le moment exact. Donc, Giovanni, à quel moment on pense être capable de savoir, puis quand est-ce que c'est, parce que cette réponse-là va pouvoir être sur le site Internet, là, mais quand est-ce, dans ton échéancier, tu devrais avoir réponse à cette question? Bien, on pourrait répondre en regardant la planification là, des plans de gestion de circulation. Donc, on peut les consulter. Je n'ai pas la réponse par cœur à cette question. C'est pour ça qu'on va y répondre dans différents cas. OK. Ben alors, donc, mais elle va être dans les prochains jours, les prochaines semaines? Oui, non, on a déjà les informations. Là. C'est juste que je ne les ai pas par cœur présentement. Là, je ne m'attendais pas à répondre à ce secteur-là. OK, j'avais mal compris. Donc, on a les infos, M. Brière. Elles vont être dans le document questions-réponses qu'on va mettre en accompagnement de la présentation sur le site REM Info. Merci de votre question, M. Brière. Alors, celle de Stéphane Gingras. Tel que promis par le REM au début des travaux, à quel moment allons-nous être consultés pour le paysagement le long des murs de soutènement? Alors, Jean-Philippe, peut-être les consultations sur le paysagement? Bien, écoutez, tel que je l'ai mentionné tantôt, tout ce qui est paysagement à l'intérieur de la limite de REM, c'est géré par REM directement. Au niveau des terrains limitrophes qui appartiennent à la ville de Laval, on travaille avec la ville de Laval pour développer les plans d'aménagement paysager. Je ne sais pas trop à quelle référence on fait référence ici, excusez-moi, par rapport à un engagement quelconque de REM là-dessus. On va revalider avec nos équipes, là, mais ça me dit rien. Mais dans tous les cas, à la base, ce qui est dans notre emprise, c'est géré par REM. Si on a travaillé sur des terrains de la ville ou si on développe des choses avec la ville, c'est sûr qu'on consulte la ville et on travaille avec elle à ce niveau-là. OK, bien merci. Ben alors, peut-être M. Gingras, si vous voulez préciser là, à quel moment il y aurait eu un engagement de consultation auprès de citoyens, mais sinon, c'est plus un engagement de collaboration avec les autorités municipales, là, donc comme M. Pelletier vient de le mentionner. Merci de votre question. Celle de Lucie Méran. La rive Rivière-des-Prairies, rue Mistral, n'a pas été remise dans l'état original. Point d'exclamation. Il y avait une petite plage, il n'y avait pas de béton, mais plutôt des buissons, des arbres, des roches, et non pas des gros blocs de béton. Donc,
plus un commentaire, mais qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai que c'est remis dans un état différent de ce que c'était à l'origine? Regarde, car nous autres, on a soumis un plan pour effectuer nos travaux au MELCC. Et ça, c'est le ministère de l'Environnement et au ministère de Pêche et Océan. Donc, avant la mise en place de notre jetée, nous avons mis en place un géotextile sur le sol existant et on a mis en place tout ce qui est notre roche pour être capable de construire notre jetée pour permettre la construction du nouveau pont. Donc, une fois que ces travaux-là ont été finalisés, nous avons retiré tout ce qui est empierrement, OK? On a retiré la membrane géotextile et on est revenu au terrain naturel avant travaux. C'est sûr que s'il y avait certaines plantes qui étaient au bord de la rive, il faut garder aussi à l'esprit que le niveau de la rivière monte et descend, dépendant. Donc, le niveau de la rive change continuellement en fonction de la période de l'année. Donc, présentement, la seule chose qui n'est pas remise dans l'état, puis comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment des discussions qui sont entreprises avec les différentes instances gouvernementales, qui soient le ministère de l'Environnement et MPO, c'est de faire possiblement une plantation en rive avant qu'on finalise les travaux. OK. Donc, je pense que ça répond, en tout cas, ça donne des précisions par rapport aux commentaires de Mme Méran. Merci, Mme Méran. Paul-André Savoie pose la question: pourquoi la station de l'île Bigra a 100 mètres de débarcadère, offrant une capacité de 5 000 passagers à l'heure, quand il n'y a pas plus de 5 000 passagers par mois d'achalandage et moins de 50 places de stationnement, versus la station de Sainte-Dorothée qui a 50 mètres et des milliers de places de stationnement, ainsi qu'une capacité de 2800 passagers à l'heure. Bon. Alors, peut-être, Jean-Philippe, là, sur les chiffres que M. Savoie propose, c'est quoi l'explication? Ben, de prime abord, là, il y a une chose importante à préciser. L'ensemble des stations du REM ont la même capacité de quai. Okay? Donc, il n'y a pas une station plus grande que l'autre. C'est ce qui semble être évoqué ici, mais je tiens juste à préciser ça, c'est important. Bon, maintenant, pourquoi l'île Bigra, une station de cette dimension-là par rapport à d'autres stations ailleurs sur le réseau? Je vous avoue là, qu'on n'a peut-être pas la meilleure équipe ce soir pour répondre à cette question-là. On peut la prendre en différé dans le sens où l'équipe qui est ici ce soir, c'est vraiment l'équipe qui exécute là, le projet tel que défini dans notre cadre de référence. Mais écoutez, on va prendre le temps quand même de revenir à M. Savoie, mais je tiens quand même à préciser, puis ça c'est important, là, on a les mêmes installations d'un endroit à l'autre. C'est sûr qu'en fonction des espaces, il y a plus ou moins d'espaces de stationnement. Exactement d'ailleurs comme c'était à l'époque d'Exo, là, il n'y a pas plus ou moins de stationnement à Sainte-Dorothée qu'il y en avait là-bas non plus aussi. Mais le site de Sainte-Dorothée aussi devient aussi un site où on converge beaucoup de transports collectifs pour pouvoir justement amener les gens au REM. Mais je propose, Pierre, qu'on prenne la question en délibéré et qu'on revienne à M. Savoie avec plus de détails. Merci. Alors, M. Savoie, on va vous revenir, mais on va aussi les mettre sur le document questions-réponses qui sera sur le site Web. Donc, on va vous revenir à vous, mais on va revenir aussi au bénéfice de tout le public et de tous ceux qui assistent à cette assemblée ce soir. Merci, Jean-Philippe. Question de Sylvain Chatigny. Bonsoir. Si la gare de l'île Bigra est prête avant celle de Sainte-Do, pourrait-elle être mise en fonction avant Sainte-Do ou bien les deux sont-elles intérieures? Bon, on a posé cette question-là tout à l'heure. Oui, je peux peut-être quand même répéter la réponse, ouais. Pierre, puis ajouter un complément. L'idée, c'est pas de savoir quelle station est prête avant. Il faut que le service de train soit prêt aussi. Donc, toutes les voies ferroviaires, tous les raccordements au système de contrôle. On rappelle, là, on a un train qui est 100% automatisé. Donc, tant qu'on n'est pas branché, si vous me permettez l'expression, au centre de contrôle ferroviaire qu'il y a sur la rive sud, donc tant que les voies n'ont pas atteint un certain niveau de maturité au niveau de l'installation, même s'il y a une station qui est prête avant l'autre, on ne peut pas mettre en service le train. Là. Mais je répète, l'idée, c'est vraiment tout ce qu'on appelle le segment 1.3, donc de Sunnybrook jusqu'à Saint-Eustache, est mis en service tout en même temps à l'automne 2024. Bien, merci d'avoir donné ce complément d'information. Puis, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, M. Chatigny, cette question-là n'a pas disparu puis elle est restée dans ma liste. Alors, donc, on l'a relu une deuxième fois et on a eu droit à quelques informations complémentaires. Question de Mme Carole Ménard. Un éclairage permanent extrêmement fort et intrusif vient d'être installé près de la gare de Sainte-Dorothée.
devons-nous nous attendre à cet éclairage sur l'île Bigra? Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il y aura de l'éclairage du même type? La lumière dont il est question présentement, c'est de l'éclairage qui a été installé pour l'avenue des Bois et la nouvelle intersection avec la rue de chemin de fer. C'est une grosse intersection et il y a un éclairage qui a été installé qui est effectivement un petit peu fort. Donc, on est en train de valider actuellement là, de voir à changer le lustre du luminaire pour voir si avec le nouveau lustre qu'on met en place, permettra de limiter l'émission de lumière. Mais il n'y aura pas de même type de lustre sur l'île Bigra parce qu'il n'y a pas de grosse intersection comme dans le coin de Sainte-Dorothée. OK. Donc, il n'y aura pas ce type d'éclairage-là. Non. Merci beaucoup, Giovanni. Question, et merci, Mme Ménard. Question de Peter Welsh. Est-ce que l'ancien pont est ou serait cédé aux villes? Il parle de l'ancien pont. Oui, c'est l'ancien pont d'Exo à Rivière-des-Prairies 1 qui n'est pas réutilisé dans le cadre du projet REM. Encore une fois, toutes les options sont sur la table. Je le répète, là, présentement, toutes les équipes travaillent et focus à remettre en service le train du Deux-Montagnes par le nouveau système du réseau express métropolitain. C'est vraiment la priorité numéro 1 de notre organisation en ce moment. Les questions relatives là, aux accès cyclables, etc., c'est des questions super pertinentes. On va les regarder en temps et lieu, mais pour l'instant, je vous dirais, toutes les options sont sur la table, mais ce n'est pas ce qu'on regarde là en priorité. OK. Alors, merci, M. Welch. Il y en a une deuxième, M. Welch, question. Alors, est-ce qu'il est possible de confirmer où passerait la clôture du côté de la berge entre l'ancien pont de train et le pont de l'île Verte? Le plus proche des rails, on espère, pour laisser la berge la plus large possible. Alors, ça, c'est son espoir. Est-ce qu'on est capable de confirmer où passerait cette clôture? Oui, on est capable de confirmer où va passer la clôture à cause de la présence de l'ancien pont, Pierre. Nous allons installer la clôture vraiment en haut de talus près de la voie et on va suivre la voie ferroviaire en haut de talus pour venir se connecter sur le mur de soutènement qui est installé un petit peu plus loin sur le chemin des tris. OK. Alors, donc, c'est là qu'elle va passer, M. Welch. Cette clôture, merci pour votre question. Robert Lutzer, ou Lutzé, je m'excuse si je prononce mal votre nom, monsieur. Alors, comment empêcher les graffitis qui ont déjà commencé côté Montréal, côté... Alors, qu'en est-il des graffitis? C'est un problème partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être Jean-Philippe, de donner les règles de base? Bien, je peux parler pour le volet opération. À partir du moment que le train va être en opération, c'est sûr qu'entre-temps, les chantiers sont à Nouvelle-Aire, donc c'est à eux là, à s'assurer que les chantiers ne sont pas accessibles. À partir du moment où le train va être en opération, OK, donc c'est vraiment GPMM à ce moment-là, qui est un autre consortium qui n'est pas ici ce soir, là, qui est notre opérateur, qui va prendre en charge le REM et qui va prendre en charge aussi justement l'élimination des graffitis. Je n'ai pas les heures exactes, là, mais à partir du moment qu'un graffiti est détecté en fonction de sa présence et de son caractère et de sa visibilité, GPMM a l'obligation là, de l'effacer relativement rapidement. C'est certain aussi que si ce graffiti-là comporte des messages haineux ou à caractère là, vraiment vulgaire, il y a un délai encore plus court à respecter pour éliminer le graffiti. Puis on parle de mémoire, le plus long, c'est quelque chose comme 72 heures. Là, mais on pourra répondre peut-être spécifiquement à la question dans le compte-rendu avec les bonnes heures, mais c'est juste pour vous donner une idée là, du mécanisme de comment ça fonctionne. OK. Bien alors, donc, on va effectivement préciser les règles dans le document questions-réponses. Mais comme M. Ludzan posait déjà la question qui envoie du côté de Montréal puis que le REM n'est pas en opération, j'imagine que ça l'inquiète aussi pendant la durée des travaux. Alors, Giovanni, quand c'est pendant les travaux, comment vous fonctionnez? Durant les travaux, on essaie de vraiment limiter les accès en mettant nos clôtures de chantier, mais comme ces gens-là sont capables d'aller presque partout pour faire des graffitis en ville, vous savez que même si on fait une sécurisation, d'habitude, ils trouvent des façons pour être capables de rentrer en chantier. Donc, on va vraiment attendre à la fin des travaux pour être capable de faire un nettoyage
et avec la mise en place de tout ce qui est la clôture anti-intrusion autour de nos sites. Puis une fois que la clôture anti-intrusion est installée, bien, on va faire un nettoyage final juste avant la remise à l'opérateur pour que lui parte y mettre le compteur à zéro. OK. Donc, Écoutez, vous, quand, si dans le fond, jamais, quand vous remettez l'ouvrage, vous les nettoyez avant de remettre l'ouvrage. Exactement. Merci beaucoup. Merci, M. Luzin. C'est une question qui interpelle beaucoup de gens. Alors, vous n'êtes pas le seul à l'avoir posée. Suzanne Rémillard pose une autre question sur la route du petit chemin du Tour qui est rempli de nids de poules. Quand allez-vous faire des réparations temporaires pour pallier à cette situation? Alors, Giovanni, est-ce qu'on remplit les nids de poules? Bien, on va faire un tour, Pierre. C'est sûr qu'il faut comprendre que la rue était déjà en pas très bon état avant notre arrivée. Donc, comme je vous ai dit, on peut comparer avec les relevés qu'on a faits avant travaux et durant maintenant où on est arrivé pour voir s'il y a des correctifs qui doivent être effectués. Merci beaucoup. Merci, Mme Rémillard, pour la question. Véronique Fournier remercie pour la réponse sur les plans sur les terrains privés, mais pour les vignes et le verdissement du mur de béton, la question n'a pas été répondue. Ah, bien ça, c'est de ma faute, hein, parce que d'habitude, je surveille. Alors, merci de me le rappeler. Alors, est-ce que c'est toujours dans les intentions d'installer des vignes sur le mur de béton? Et est-ce sur le terrain du REM? Et à quel moment peut-on s'entendre à aller voir ces plantations de vignes? Et donc là, je comprends mieux la question. Je pense que la dame parle des autres murs et non pas nécessairement celui qui est derrière les résidents de la rue du Mistral. L'aménagement paysager, dis-moi si je me trompe, Giovanni, là, mais c'est une des dernières étapes que l'on fait au niveau du projet une fois que l'ensemble des travaux civils sont complétés, c'est bien ça? Effectivement. Donc, vont être effectués quelque part possiblement vers fin 2023, peut-être début 2024. Exact. Puis pour la conception détaillée, c'est-à-dire y aura-tu de la vigne ou pas, de mémoire, c'était l'intention, encore une fois, il faudrait qu'on le revalide, mais on est là-dedans en ce moment avec les architectes paysagers de Nouvelle-Ère. On n'est pas rendu encore au plan finaux, là, donc c'est quelque chose qui est toujours en évolution. D'accord, donc c'est pas pour tout de suite, là, c'est vraiment à la toute fin des travaux. Non, exactement. Merci beaucoup. Merci, Mme Fournier, d'avoir relancé la question. Question de Peter Welsh. Le comité des îles voudrait participer aux décisions concernant l'aménagement et les plantations le long des rocailles, des trilles, Mistral, Chemin du Tour, considérant que certaines lisières de terrain appartiennent à la ville. Alors, le comité des îles, Jean-Philippe, est-ce qu'on est en discussion ou c'est la ville qui discute avec le comité? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, nous, on travaille avec la ville, qui est l'autorité compétente en la matière, puisque ce sont effectivement ces terrains. Donc, c'est sûr que c'est notre premier point de contact. Je sais que nos équipes communication aussi sont en discussion avec les gens, justement, du comité des îles. Il y a peut-être un point là, qu'on pourra faire avec eux lors de la prochaine rencontre là, qui est prévue, je ne sais pas pour quand, mais je sais qu'on se rencontre sur une base relativement régulière. Mais à la base, nous, on travaille toujours avec les villes. Bon, maintenant, je vais laisser les équipes communication parler directement avec le comité. Mais à la base, nous, notre interlocuteur, ça demeure la municipalité. Merci. Alors, je pense que les équipes de communication ont pris bonne note, là, puis pourraient peut-être faire le point avec le comité des îles. Mais merci de la réponse, Jean-Philippe. Stéphane Gingras pose la question suivante. Présentement, au bout du chemin du Mistral, la remise en état de la berge est faite par vous, est en grosse roche, impossible d'y marcher, alors qu'avant, les travaux, c'était majoritairement du sable avec de la terre et quelques grosses roches, mais c'était possible d'y marcher. Est-ce qu'une remise en état plus fidèle au passé est prévue? Donc, dans le fond, c'est pas pareil comme avant. Est-ce que ça pourrait être pareil comme avant? Une fois qu'on fait des travaux puis qu'on finalise nos travaux, on a certaines règles à respecter pour la remise, pour les travaux le long des berges. Donc, il y a à certains instants où on doit mettre des roches plus gros pour être capable de remettre en état afin de ne pas avoir d'érosion qui peut y avoir avec la crue des eaux. Donc, c'est pas nécessairement que qu'est-ce qui était là avant était correct avec les travaux une fois qu'on fait des travaux. Donc, quand on reconstruit des ponts,
ça arrive souvent là, que qu'est-ce qui était là avant nos travaux et qu'est-ce qu'on met en place une fois qu'on a fini nos travaux soit différent, justement parce qu'on a une conception à respecter selon les normes pour mettre le matériel qui empêche l'érosion des berges. C'est ça. Puis peut-être juste pour amener en complément, Pierre, tous les permis qu'on reçoit pour la remise en état sont délivrés par les autorités compétentes que sont le ministère de l'Environnement et le ministère des Pêches. Là. Donc, comme Giovanni l'a dit, c'est normé, là, ces choses-là. On ne peut pas refaire ce qu'on veut nécessairement. Il faut vraiment suivre les normes en vigueur. Donc, s'il y a des différences, c'est parce que les permis sont octroyés d'une manière un peu différente de ce qui était avant. C'est ça? Yes. Exact. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Gingras. Je pense que ça éclaire l'Assemblée sur les raisons entre quelques changements avant-après. Carole Ménard a 2 questions. En fait, la première question, comptez-vous faire les prochaines rencontres en présentiel, ce qui permettrait un échange plus fructueux? Alors, Jean-Philippe, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question-là. Moi, comme animateur de Mme Ménard, j'aimerais bien vous rencontrer. Ça, c'est sûr. Alors, mais qu'en est-il? C'est notre intention à terme là, de refaire des rencontres éventuellement en présentiel. Là. Je vous avoue qu'on jongle comme tout le monde avec toutes les modalités édictées par la santé publique. Donc, en fonction des besoins et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, c'est sûr que c'est le modèle qui privilégie. Alors, oui, puis c'est des PQ Infra n'est pas le seul comme ça. Là. Moi, je fais ça comme métier. Je vous dirais, Mme Ménard, que pour le moment, c'est encore en très, 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 très grande majorité des rencontres en virtuel, mais ça commence tranquillement. Il y a, par exemple, la Ville de Terrebonne en a tenu une la semaine dernière que j'ai animée en présentiel, mais c'est l'exception. Alors, on va suivre ça, puis on imagine qu'on pourra avoir l'occasion de se revoir quand la situation sera plus claire et le permettra. J'en profite aussi pour dire aux gens, on a reçu quelques questions là, qui ne concernent pas le secteur de l'île Bigra. Alors donc, je ne les prends pas à cette assemblée verbalement, mais on va quand même y répondre dans le document questions-réponses dans le compte-rendu qui va être sur le site Web. Alors, pour ceux qui ont posé des questions, là, vous pourrez y référer. Alors, j'ai 2 autres questions qui restent, puis je vous fais tout de suite le signe. Si vous en avez d'autres, allez-y parce qu'on arrive à la fin. Il m'en reste 2. Carole Ménard, encore une fois, une question. Comment comptez-vous prévenir le vandalisme, mais à l'intérieur des stations? Alors, Jean-Philippe, en opération, est-ce qu'il y aura des règles à l'intérieur des stations? Oui, tout à fait. C'est le même genre de règles qui s'appliquent pour tout ce qui est graffiti, vandalisme, etc. À noter que l'ensemble de notre réseau va être sous surveillance étroite de la part de notre opérateur en tout temps. Donc, bien entendu, il va y avoir des caméras de surveillance, il va y avoir une vigie très, très présente. On a aussi des gens de notre opérateur qui vont circuler sur le réseau. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Ce n'est pas parce qu'on est un train 100% automatisé qu'il n'y aura aucun employé de GPMM. Bien au contraire, GPMM va être présent dans les trains, dans les stations en alternance, puis ils vont se promener sur le réseau justement pour s'assurer que tout fonctionne, qu'il y a une présence. Mais en plus, tout ça, toutes les stations, tous les sites sont reliés à notre centre de contrôle qui est sur la rive sud. Et en permanence, là, tout ce qui se passe dans nos stations est vu par notre opérateur et peut intervenir rapidement en cas de besoin. Merci. Alors, Mme Ménard, j'espère que ça répond à votre question. La dernière question écrite que j'ai pour le moment sur ma liste, celle de Peter Welsh. Est-ce que les camions du REM vont continuer de circuler tout l'été sur le petit chemin du Tour? La voie est très étroite, à double sens, avec vitesse permise à 40 km/h. Pourquoi les limites de 30 km/h ont été enlevées? Donc, il y a plusieurs questions là-dedans, mais Giovanni, peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus. Oui. Donc, pour la première partie de la question, oui, effectivement, nous avons utilisé le petit chemin du Tour peut-être tout l'été, justement parce qu'on ferme la portion de la rue du Mistral directement en avant de la station pour être capable de construire nos travaux de drainage dans cette portion-là. Donc, dépendant de où on est rendu dans les travaux, il va falloir possiblement accéder soit d'un côté à l'autre ou de l'autre côté de ce petit tronçon de rue-là. C'est sûr que l'entrée préférentielle, c'est vraiment
Puis lorsqu'on va rentrer dans l'île, c'est vraiment de tourner à droite pour aller vers le nouveau lien routier qu'on va avoir créé du chemin du Tour. Il est plus user-friendly pour qu'est-ce qui est des camions. Pour qu'est-ce qui est de la vitesse, probablement, ça, c'est suite aux discussions puis avec la remise des plans de gestion de la circulation qui étaient faites avec la Ville de Laval. Il y a certaines modifications qui sont faites des fois en fonction de la signalisation qui est en place justement pour être capable d'accommoder temporairement les travaux qui vont se faire sur l'île. Donc, je suis sûr qu'à la fin des travaux, tout va être remis en état en termes de vitesse de circulation. Merci Giovanni. Monsieur Chattigny a profité de mon appel pour envoyer une question. Alors, je vous le rappelle, il est encore temps. Pour le moment, c'est la dernière. Non, il y en a d'autres qui rentrent. Alors, Sylvain Chattigny, y aura-t-il plus, moins ou le même nombre de places de stationnement qu'avant à la gare de l'Île-Bigra? Désolé si ça a déjà été répondu. Oui, ça a déjà été répondu, M. Chattigny. Il dit « j'ai manqué le début », mais on va y répondre encore. Alors, Jean-Philippe, est-ce qu'il y a le même nombre de places, plus ou moins? Oui, c'est sensiblement le même nombre, autour de 45 cases. La différence, par contre, c'est qu'on va avoir des cases de stationnement attitrées aux personnes à mobilité réduite, attitrées au covoiturage, attitrées aussi aux voitures électriques. Dans l'ensemble, le parc de cases de stationnement demeure le même. D'accord, merci beaucoup. Alors, ça répond à votre question, M. Chattigny. Question de Joël Réaume-Majot. Quand est-ce que passeront les premiers trains en direction de Montréal et à combien de trains par jour on peut s'attendre dans chaque direction quotidiennement? Là, combien de trains par jour? Alors, peut-être Jean-Philippe, on ne l'a pas abordé ça. Oui, tout à fait. Bon, donc, comme on le mentionnait, la mise en service du REM dans le secteur de l'Île-Bigra, donc vraiment tout le tronçon nord là, du REM depuis l'île de Montréal, c'est à l'automne 2024. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir des trains qui vont passer dans les deux directions. On a vraiment un système de métro léger. Là, donc, c'est un peu similaire. Le train de deux montagnes fonctionnait dans les deux sens, mais les fréquences ne sont pas du tout les mêmes. Là. Nous, de notre côté, on parle d'une fréquence de 5 minutes à l'heure de pointe. OK? Donc, autant l'heure de pointe du matin, l'heure de pointe du soir. Donc, l'heure de pointe, c'est entre 6 et 9. Puis, de mémoire, le soir, c'est entre 4 et 6 ou quelque chose comme ça. Là. Donc, on parle d'une fréquence dans les deux directions aux 5 minutes et hors pointe, on parle d'une fréquence dans les deux directions aux 15 minutes. OK, donc quand même une fréquence beaucoup plus importante pour faciliter vos déplacements vers le nord ou le sud. Alors, merci de votre question, Mme Réaume-Majot. Question de Paul-André Savoie. Qui dit que son Internet a coupé et qu'il y avait eu une question concernant le nouveau pont entre Montréal et l'Île-Bigra. Désolé si ça a déjà été demandé, mais ça n'a pas été demandé. À ce jour, le pont est de couleur orange. Avez-vous l'intention de le peinturer une autre couleur ou bien ce sera la couleur finale? Alors, est-ce qu'on reste dans le orange? Le pont va rester de la couleur qu'il est actuellement. La couleur n'est pas une couleur orange, c'est une couleur qui a été choisie par les architectes justement pour un peu imiter la couleur rouille du pont existant pour son intégration dans le milieu. OK. Donc, c'est pas tout à fait un orange, c'est un orangé rouille. Voilà. Exactement. Voilà, merci, M. Savoie, de cette question qui n'avait pas été posée. Question de Stéphane Gingras sur le chemin. Ah, puis là, les questions, il y en a quelques-unes qui rentrent. Là, on continue. Alors, Stéphane Gingras sur le chemin des Rocailles entre le chemin du Tour et le chemin du Tour. Les terrains ont été maltraités de façon importante dans les derniers jours, ce qui rend l'entretien impossible. Serait-il possible d'avoir une remise en état minimale avec de la terre pour pouvoir faire un entretien minimal pour nous, s'il vous plaît? Alors, on peut-tu faire une job à peu près, Giovanni, pour les aider à faire un entretien minimal? Regardez, on va passer à travers les 2 prochaines semaines là, pour les différents phasages pour être capable de mettre en fonction soit le chemin des Trilles et le nouveau lien routier du chemin du Tour. Une fois que ces travaux-là vont avoir lieu, on va regarder exactement qu'est-ce qu'on a besoin pour camionnage et des chemins de circulation qui vont être entrepris et on pourra voir si une remise en état temporaire pourra être faite à ce moment-là. OK. Donc, rien avant 2 semaines, mais dans 2 semaines, on regarde ça puis on voit qu'est-ce qui est possible de faire. Ça va. Merci beaucoup, M. Gingras, pour cette question. Peter Welch, le terrain sous le pont Rivière-des-Prairies 2 était vague et mal entretenu dans le passé.
est-ce qu'il est possible de l'améliorer dans le futur en collaboration, en conjonction avec la ville? Alors, est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'il y avait dans le passé? Oui, c'est ça. Au niveau de l'entretien, je ne sais pas comment Exo entretenait ça. Nous, c'est sûr que GPMM a un requis là, de tenir le site en bon état. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des projets avec la ville? Ça, je pense que nos équipes de communication ont parlé avec M. Welch de ce projet-là. Pour nous, il est trop tôt. Là. On ne dit pas qu'on ne veut pas le regarder, là, mais c'est sûr que pour l'instant, il est trop tôt. Là. Je répète, pour l'instant, nous, on focus sur la livraison des infrastructures, les projets que j'appelle périphériques, là, qu'on pourra en discuter éventuellement là, avec les riverains. Mais pour l'instant, l'idée là, pour nous, c'est vraiment de se concentrer sur la livraison. Et je rappelle que GPMM aura l'obligation d'entretenir ce terrain-là dans son contrat. OK. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, une question de M. Peter Welch sur les stationnements pour vélo. Et il veut savoir combien il y a de cases de stationnement pour vélo. On le sait, ça, Jean-Philippe, ou bien on va répondre en différé? Il y en a, c'est sûr. Il y en a, c'est sûr. Combien, Giovanni, on the spot, tu sais-tu? Non, moi, je suis en train d'essayer de regarder pour les trouver. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, on va vérifier, puis on va... Il y en a, mais le nombre exact va être écrit dans le document question-réponse. Alors, je ne vois pas d'autres... il y en a une, oui, de Claudia Lorrain. J'allais dire, je ne vois pas d'autres questions, mais c'est juste le temps qu'elle me soit poussée. Le chemin du bois sera maintenant le chemin principal qui passera sous le viaduc. Par ailleurs, c'est une rue très étroite, avec plus d'une dizaine d'enfants qui demeurent sur la rue. Avec l'augmentation du volume de voitures sur cette rue qui n'a pas été conçue comme rue principale et la vitesse de plusieurs conducteurs, est-ce que des dos d'âne ou la mise en place d'un sens unique pour cette rue a été envisagée de concert avec la Ville de Laval? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos discussions avec la Ville de Laval sur l'aménagement du chemin du bois? Je pourrais répondre rapidement à la question. Il n'y a pas vraiment de requis supplémentaire qui a été mis en place pour le chemin du bois. C'est sûr que le nouveau lien qui va être créé, c'est pour être capable de ramener les personnes sur le chemin des Rocailles et pour être capable de prendre le chemin des Trilles et accéder à l'île verte. C'est sûr qu'il va y avoir une redistribution des trafics. Ce n'est pas nécessairement le premier instinct de continuer tout droit sur le chemin du bois. Mais comme je vous dis, la Ville de Laval ne nous a pas demandé de faire aucune intervention par rapport à la gestion de trafic sur cette rue-là, Pierre. OK. Alors donc, je dirais à Mme Lorrain que si elle a des représentations à faire auprès de la municipalité, c'est toujours possible, là, mais qu'elle devrait le faire auprès de la Ville. Alors, c'est ma dernière question par écrit. Il n'y a personne qui s'est prévalu de la possibilité de poser cette question verbalement non plus. Alors, comme on dit, une fois, deux fois, trois fois. Alors, c'est maintenant donc le temps de vous remercier, la cinquantaine de personnes, ce qui est un témoignage de l'intérêt que vous portez non seulement au projet, mais à votre milieu de vie. Alors, merci de votre présence et votre participation. Il y a des questions qui ont été posées qui ne concernaient pas l'île Bigra. Les réponses vont être sur le site Internet. Les réponses en différé que nos deux conférenciers experts nous ont indiqué. Alors, d'abord, je les remercie de leur présentation ce soir, puis je vous dis que ces réponses-là seront aussi là, de même que des réponses complémentaires comme combien de cases de vélo pour les vélos de M. Welch. Alors, donc, si entre-temps, vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours consulter l'adresse info@rem.info. Et on va aussi vous envoyer un courriel avec l'ensemble du question-réponse à tous ceux qui se sont inscrits à cette assemblée. Donc, vous n'aurez pas besoin de courir sur le site Web pour aller les voir. Vous allez les recevoir, mais vos amis et voisins pourront aller les consulter sur le site Web. Alors, moi, je dis à Mme Ménard, la prochaine fois, j'espère en présentiel, si la pandémie nous le permet. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes une belle fin de soirée
Et d'habitude, je disais bon District 31, mais là, c'est fini. Alors, je dirais bon barbecue. Alors, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir.